Comme 12% de la population française, je suis le fruit d'une double culture. Mon père est italien et ma mère est française. Une dualité qui m'anime et me questionne. Naître dans une famille biculturelle, c'est grandir avec un ailleurs. Être ici et un peu là-bas. Un voyage entre deux identités qui façonnent, nourrit et inspire. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de ceux et celles qui portent en eux l'héritage de deux mondes. Comment navigue-t-on entre deux cultures, deux langues, deux cuisines ? Certains ont tracé des routes imaginaires vers des terres qu'ils n'ont jamais foulées. D'autres jonglent avec les langues, les traditions et les identités avec facilité. Et puis, il y a parfois juste un patronyme avec lequel on doit faire face aux préjugés et aux stéréotypes qu'ils transportent. Nous allons explorer ces connexions invisibles, ces transmissions complexes qui nous lient à nos origines, à nos familles, à nos histoires. Double Regard vous invite à partager les récits inspirants de la double culture. Ce dont je me souviens surtout au niveau de l'intégration, c'est que je sentais que j'étais pas à l'aise du tout pour dire que j'étais née dans un pays étranger. Je le cachais en fait. J'ai le souvenir que c'était compliqué quand même de changer de pays sans préparation en fait. J'ai pas été préparée puisque ça a suivi la séparation de mes parents. Ma mère est rentrée en France brutalement. J'avais pas trop les codes de comment il fallait se présenter, etc. Il y avait comme une sensation vraiment d'enfant qu'on allait pas m'accepter. Rien que d'en parler, j'ai les mains moites. Non, c'est des vraies peurs d'enfance. Je voulais être comme les autres, surtout que j'étais pas du tout comme les autres, puisque dans ma petite ville de banlieue, j'arrivais d'un pays quand même que tout le monde connaissait pas, le Maroc. Et puis, il y avait la représentation comme ça, et pas du tout de racisme de ma part, mais c'est un pays arabe. Et j'allais dans un pays catholique. J'allais dans un pays chrétien. Il y avait comme s'il y avait une histoire de blanc, de noir. En plus, comme je suis d'origine juive, j'ai un de mes grands-pères qui a subi directement dans sa famille des pertes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me sentais quand même différente quand les copines elles me disaient « Bon, mercredi, on se retrouve au catéchisme ». Je disais « je crois pas que je vais y aller, je vais demander à ma mère si elle peut m'inscrire ». Et elle me disait « non, t'as pas trop à y aller parce que ce que tu vas apprendre, ça colle pas ». Donc c'était très compliqué pour moi de me repérer. J'avais l'impression de détenir une part de connaissance sur moi-même, mon identité, que eux ne comprendraient pas. Je voulais pas leur expliquer en fait. On a eu la chance de grandir là où j'ai grandi. C'est une résidence qui est un square. Et en fait, tous les gens qui habitaient dans ce square sont de double culture. C'était très étrange dans notre groupe d'amis d'enfance de ne pas parler deux langues. Donc nous, on parlait français-espagnol. Mes voisins de palier parlaient italien-portugais. On avait tous plusieurs nationalités. Donc pour nous, c'était quelque chose de très normal. Je me souviens, la première fois que je suis allée à New York avec des amis, ça les étonnait d'avoir traversé l'Atlantique en avion. Plus grand, on se rend compte de la chance qu'on a, de ce qu'on nous a apporté qui est un plus, etc. Mais on s'en est rendu compte, je pense, vachement plus tard, moi et mes frères et sœurs.
cette génération-là, venant de ce pays-là, souhaitait déjà avoir des garçons, c'est le grand truc. Et puis, on leur donnait un prénom du pays, quoi. Ma mère s'y est pas opposée. Personne s'interrogeait sur est-ce que l'enfant va l'accepter, est-ce que ça va pas lui poser des problèmes, juste pour lui, pas par rapport à l'extérieur, mais juste pour lui, ce qui est mon cas, moi. On projette sur moi, par mon patronyme, tout un tas de trucs. Et je me rends compte que je suis une espèce de toile de cinoche sur laquelle on projette un certain nombre de fantasmes et d'images. Dès lors que, globalement, les enfants peuvent, dans les cours d'école, transmettre des poncifs au gré de l'actualité de leurs parents. J'imagine que c'est comme ça. Fusillade ce midi dans le 10e arrondissement, des tirs à l'arme automatique visent le quartier. Le 10e, c'est un quartier, c'est un arrondissement assez populaire où on mélange plein de gens, donc des enfants de couples qui ont fui l'Espagne, qui ont fui Franco, d'autres qui ont fui la dictature au Portugal. Donc ça, c'est pour l'Europe. On en a qui fuient la Yougoslavie et on en a qui viennent du Maghreb, alors première, deuxième génération. Et puis on a aussi des enfants qui sont français, issus alors soit de parents qui sont français ou français rapatriés d'Algérie par exemple, qui sont juifs. Et donc on est dans une époque, dans les années de mon enfance ou de ma préadolescence, on est dans les années 80, fin 70, et on est dans le conflit israélo-arabe, peut-être pas palestinien à l'époque, mais en tout cas on disait israélo-arabe. Et donc là tout d'un coup il y a des espèces de schismes qui sont évoqués dans les cours d'école. C'est-à-dire que globalement, pour mes amis de confession juive, en tout cas avec un attachement à Israël, j'étais de l'autre côté, donc j'étais pro-palestinien forcément, je m'appelle Karim. Pour les enfants d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains, en tout cas issus du Maghreb ou d'autres, j'étais pas vraiment un arabe, parce que je parle pas arabe, je n'y vais pas et que j'ai aucun référent culturel. Pourquoi on me parle de ça ? Puisque je suis français. Alors, j'ai pas encore la conscience du fait que c'est uniquement lié à mon patronyme. Je comprends encore pas bien de quoi il est question, donc je reste en dehors de tout ça, puisque ça ne me parle pas, en fait. Mais j'ai conscience que, globalement, je suis pas un Jean-Luc Dupont. À partir de là, le racisme montant, la xénophobie qui grimpe, le chômage, pour toutes les raisons sur lesquelles on va pas s'attarder, mais je suis renvoyé, pas à Antoine Dupont, mais à Karim quelque part. Et quand j'en discute avec des amis qui sont comme moi, issus du mariage entre deux personnes de pays différents, alors d'Asie ou même d'Europe, lorsqu'on évoque le sujet et que j'indique ne pas avoir d'attachement ni d'intérêt, on me le renvoie comme étant un refus d'assumer qui je suis réellement. Alors c'est quoi le qui je suis réellement ? Celui qui correspond au fantasme qui projette sur moi. Donc c'est la fameuse toile blanche de mon patronyme, ni plus ni moins. Cet esprit cosmopolite qu'on peut retrouver à Paris fait que j'ai pas énormément d'expériences racistes. Après, moi, ça va être des trucs un peu... donc là, ça se voit pas sur le podcast, mais j'ai les cheveux très bouclés. Et ça m'arrive très régulièrement d'avoir des personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui viennent et qui se permettent de toucher mes cheveux, de me faire des remarques. Et ce qui est très marrant, c'est que mon beau-père le fait très régulièrement, alors que je vis avec lui depuis quelques années quand même. Mais dès que je vais avoir les cheveux détachés un peu en folie, oula, tu les as pas coiffés ce matin. Moi, j'ai toujours été une jeune fille avec beaucoup de répondants, plutôt insolente quand j'étais au collège et au lycée. Et je me souviens avoir quand même eu des petites altercations avec mes professeurs, dont une en particulier et un en particulier, où je me suis retrouvée en fait à sentir que peut-être que si j'avais été purement française, j'aurais pas eu la même réaction. C'était des non mais c'est inadmissible cette manière dont elle a de parler, cette manière dont elle répond tout le temps, c'est vraiment un manque d'éducation. Bah non, c'est pas un manque d'éducation puisque j'ai une grande sœur qui est dans cet établissement qui réagit pas du tout pareil. Bon bah si c'est pas un manque d'éducation, on sait ce que c'est.
C'est-à-dire, j'ai pas compris, là, On nous le fait un peu sentir que, voilà, c'est peut-être parce que je suis arabe, du coup, c'est ça que t'essayes de me dire. Après, avec ma grande sœur, qui, elle, du coup, est franco-capverdienne, puisque son père était capverdien, elle, ça a été très, très compliqué. Les quelques remarques qu'elle a pu avoir ou que moi j'ai pu avoir qui vraiment nous ont choqués, mais moi je les ai vraiment jetées de ma tête, c'est bah non mais t'es pas une vraie arabe, bah non mais t'es pas une vraie noire. Alors effectivement j'ai 50% de sang arabe et j'ai une cinquantaine de pourcents, on sait pas très bien comment c'est réparti, de sang français, suédois, on sait pas trop, mais ça ne veut pas dire que je suis pas une vraie arabe. Et puis qu'est-ce que ça veut dire être une arabe? C'est surtout ça. Ouais, je suis tunisienne, ça oui. J'ai du sang tunisien, j'ai un père qui était tunisien, j'ai des frères tunisiens, une belle-mère tunisienne, une famille tunisienne qui, quand bien que mal, essaye de me transmettre cette culture. Je l'apprends pas, peu importe. Mais c'est pas parce que je suis pas née là-bas, c'est pas parce que je parle pas arabe, c'est pas parce que je parle pas tunisien que je ne suis pas tunisienne. La révolution pour moi, c'est qu'à l'âge de 13 ans, je suis venue vivre à Paris. Et alors là, sidération totale, quoi. Je vois de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Paris 11e, quartier très multiculturel, avec même des professions que je connaissais pas, enfant de producteur de films, scénariste, je sais pas, des choses totalement différentes de mon monde d'avant, la banlieue et la petite ville du Maroc, quoi. Et surtout, des gens qui viennent me dire « Ah, moi je suis argentin, moi je suis d'origine portugaise, vietnamien, j'avais un copain vietnamien, juif, marocain, tout ce qu'on veut. » Alors là, ça a changé ma vie. « Ah bah oui, moi aussi, ah bah moi je connais le Maroc et tout. » Et là, ça devenait un point d'intérêt. Enfin, ça leur plaisait, quoi, mes copains et mes copines. Ils me disaient « Ah ouais, je rêve d'y aller. Ah bah, si tu viens là-bas pendant les vacances, je t'invite chez mon père. » À partir de ce moment-là, je me suis fait des amis qui allaient au Maroc en vacances. Et quand ils venaient, je les faisais rejoindre avec mes copains et copines du Maroc, qui avaient eux aussi un des parents qui vivait là-bas, et l'autre parent, ou les deux parents qui avaient entre-temps émigré en France. Et on se retrouvait après les vacances. On pouvait se retrouver aussi à Paris. Je pouvais avoir un petit bout de mon Maroc aussi à Paris, en fait. Je ne sais pas si c'est venu de manière réfléchie ou comme ça, par hasard. Il m'a semblé que la bonne maîtrise d'une langue permettait tout de suite d'arrêter ton interlocuteur. Il y a un poids des mots, mais pas seulement des mots, il y a un poids de la forme, sur la façon dont tu t'exprimes, qui fait que par rapport à des gens qui peuvent projeter ces fantasmes-là par rapport à ton patronyme, et qui n'ont pas cette maîtrise-là, ils s'arrêtent immédiatement. Un Jean-Luc Dupont qui viendrait me parler et qui ne maîtriserait pas la langue à outrance que je pratiquerais avec lui, s'arrêterait immédiatement. Et à chaque fois, ça s'est vérifié. C'était une façon de me protéger, de me préparer à me protéger. Je les ai vus courir à leur camionnette, là, pour la boutade. Je me suis dit, avec la chance que j'ai, c'est pour moi. Ça n'a pas loupé, c'était pour moi. Donc ils sont arrivés, ils m'ont regardé. Donc c'était assez surprenant quand même l'effort déployé pour une voiture qui était elle-même limitée en vitesse. J'ai projeté sur eux une image du flic potentiellement xénophobe, à 80% xénophobe. Donc j'ai pas cherché à comprendre et donc effectivement je leur ai parlé avec un ton très très condescendant, très hautain, avec ce phrasé que j'ai à peu près en ce moment. Et ça a ramené tout de suite, et notamment un à qui je demandais s'il souhaitait que j'ouvre la vitre pour qu'il regarde, et qui m'a indiqué qu'il ne m'avait rien demandé, ce à quoi j'ai toujours avec ce langage-là, j'ai indiqué à son collègue qu'il était impératif dans l'uniforme qu'il portait et la mission qui était la leur de me parler autrement. Et j'ai senti tout de suite que ça a descendu très rapidement d'un ton, quoi. Il n'y a pas eu de... Alors, il n'y en aurait peut-être pas eu, hein. Mais voilà, par le langage, j'anticipe ce que je pourrais croire être une dérive potentielle. Voilà. Et ça marche à tous les coups, puisqu'effectivement, je casse tous les fantasmes qui pourraient être projetés sur moi.
Donc maghrébin, anti-français, anti-blanc, blablabla. Enfin bon, il suffit de regarder certaines chaînes de télévision dont la ligne éditoriale est connue. Et le langage permet de casser ça, mais immédiatement, puisque globalement, tu t'adresses plus à un fantasme, tu t'adresses à quelqu'un qui parle comme toi. Par exemple, cette histoire de Ramadan, ben non mais c'est bon, de toute façon, t'es pas arabe, t'es pas musulmane, tu vas pas le faire. Mais je t'ai pas demandé pourquoi je voulais le faire. Laisse-moi faire ce que j'ai envie. Peut-être même je suis bouddhiste, on sait pas. Et pourtant, je suis absolument pas indienne, je suis pas japonaise, je suis pas chinoise. Enfin, je fais ce que je veux. Et des Français de pure souche, comme on disait tout à l'heure, vont parfois me faire des remarques de « c'est bon, t'es pas vraiment arabe ». Mais laisse-moi tranquille, enfin, ça ne veut rien dire. Je suis pas vraiment arabe. Non, je te le confirme, je suis pas vraiment arabe. Je suis embauché dans une entreprise dans mon secteur d'activité, en province. Une année et demie après, j'y suis resté 4 ans. On me demandait si j'étais au courant de, entre guillemets, l'anecdote concernant mon embauche, qui avait étonné tout le monde. Donc, le tout le monde sous-entend que globalement ça avait été public, donc chacun dans le groupe avait eu vent de cette anecdote. Mon N+2 avait indiqué lorsque son collègue, donc mon N+1, souhaitait m'embaucher, avait retenu ma candidature, avait indiqué qu'on n'allait pas embaucher un arabe. Donc ça m'a été remonté à peu près de la même façon, à un mot près, par différentes personnes. C'est toujours difficile après coup, que beaucoup de gens que tu côtoies, que tu croises tous les jours, aient éventuellement en tête qu'on ait pu dire ça de toi. Sauf que cette personne ne me l'a jamais dit, n'a fait aucune remarque désagréable, bien évidemment, n'a jamais évoqué directement avec moi la chose. Heureusement, on avait un cran hiérarchique entre lui et moi, mais j'ai jamais eu à souffrir de remarques, d'une discrimination quelconque. Probablement parce que le langage, l'attitude faisait que Karim ou Dupont, ça changeait pas grand-chose, justement. Ça, c'est le regard a posteriori, une fois que tu connais les gens.